Nous sommes ici en réserve biologique intégrale de la forêt domaniale du Vercors, dans laquelle cette année, on va mener une étude un peu exceptionnelle sur la chouette de Tegmalm. Nous sommes aidés par des scientifiques, notamment du CNRS, du Muséum de Paris, et nous voudrions savoir quels habitats forestiers sont utilisés par le mâle de Tegmalm dans une période un peu critique de la reproduction, qui est la phase dans laquelle il va nourrir seul les jeunes et la femelle au nid. Pour ça, nous avons évidemment les autorisations du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et de la réserve pour pouvoir équiper certains individus de balises GPS qui nous permettront d'en savoir plus à la fois sur la surface de leur domaine vital et en faisant de la sélection d'habitats pour savoir quels sont les types de peuplements qu'il faudrait, dans l'idéal, garder pour que cette espèce puisse perdurer dans nos forêts. À l'issue, nous voudrions éventuellement orienter les sylvicultures en futaies irrégulières de montagne afin de pouvoir conserver les types d'habitats que la chouette de Tegmalm préfère en forêt de montagne telle que celle du Vercors. Il se trouve que depuis quelques années, dans le Vercors, nous suivons les différents arbres à loges qu'elles utilisent afin de déterminer année après année ceux qui sont utilisés pour la nidification. Ah oui, elles sont là. Hein. Les pétines. Je l'ai. Il est là. Ouais. Okay. Il y a 2 trous normalement. Deux, puis peut-être une ébauche, peut-être 3. Ouais, faut que tu prennes la grosse fourche là-haut là. L'idée là, c'est de décrire à la fois toutes les loges qui sont utilisées par les pics noirs derrière, les chouettes de Tegmalm, mais aussi éventuellement toute autre espèce qu'on pourrait trouver ici, des citelles, des mésanges, des loirs, etc. etc. Et de décrire également l'environnement autour de l'arbre. Première phase, on va essayer d'équiper l'arbre. Et donc pour l'équiper, on a un filin, donc une petite cordelette avec un poids, on a un gros lance-pierre qu'on appelle un big shot et je vais essayer d'atteindre la fourche qu'il faut pour qu'après on puisse grimper en toute sécurité pour décrire justement les fameuses loges. Nickel. Ce qu'on veut savoir à la fin, c'est pourquoi, quand la Tegmalm arrive sur un territoire, elle choisit cet arbre-là et cette loge-là, de manière à, en ayant plusieurs arbres comme ça dans plusieurs endroits de France, peut-être découvrir quels sont ses choix exacts pour se loger et se reproduire, afin de nous, derrière, d'essayer d'améliorer notre sylviculture en prenant en compte le paramètre ou les paramètres qui font que la chouette de Tegmalm viendra loger sur l'arbre en question. Ouais, j'en aurai 4. Ok. J'aurai tout en haut un petit tunnel, une ébauche, et ensuite 2 cavités, enfin deux entrées de loge qui donnent dans la même cavité. Hauteur sol, 9,70 m tout rond. Diamètre de l'arbre, le diamètre cette fois-ci. Diamètre externe. Du tronc au niveau des loges. Alors pour les deux, ça va être le même. 38,5. C'est tout bon. Diamètre vertical, 4 cm. Au moins en partie rebouché parce qu'il y a de la terre sur le plafond. Donc utilisation. Là, ouais, il y a du maçonnage de terre pour reboucher le trou. Citelle. Ça, c'est les citelles qui font ça. Et le maçonnage, il est partiel. L'orientation te donne le dernier. Oui. Le dernier, il est à 112. 112. Et donc l'avant-dernière, Ouais. 395. 395 grades. Au fond, il y a des matériaux du style morceaux d'écorce, copeaux. Ah, il y a des coquilles d'œufs. Et je vais essayer de te donner la profondeur.
Donc depuis le dernier trou, la profondeur c'est 43. Pas d'eau, pas d'humus. C'est tout sec, il n'y a pas d'humus, copeaux direct. Copeaux direct, ok, c'est tout bon. Elle communique celle-là. Oui, là c'est la même, D'accord. la même loge, ouais. 2 entrées pour la même loge. Donc ça c'est un petit schéma là qui représente un peu les données là que Seb relève dans l'arbre. Voilà, déjà on commence par s'intéresser au type de trou, donc à savoir si c'est une ébauche, donc juste un trou qui fait moins de 10 cm. Un tunnel, donc un trou un peu plus important, au moins 10 cm mais qui ne plonge pas à l'intérieur de l'arbre, ou une loge à proprement parler, voilà, avec vraiment, là on voit bien la forme de la loge, avec une partie descendante dans le tronc de l'arbre. Ensuite on s'intéresse, si c'est une loge, au diamètre d'entrée horizontal et vertical. On s'intéresse au diamètre interne de la loge, sa profondeur, jusqu'aux premières traces de matériaux qui peuvent être soit de l'humus, soit des copeaux, de l'écorce, ou parfois si la loge a été occupée ensuite par une petite chouette de montagne, on peut avoir une présence de pelote. La description des arbres à loge qui ont été utilisés par la Tegmal nous permet aujourd'hui de comprendre un peu mieux quels sont les arbres qu'elles utilisent par rapport à l'ensemble des arbres qui sont disponibles avec trous de pic noir. L'objectif étant de comprendre les environnements proches des arbres à loge utilisés par la chouette de Tegmal pendant la nidification et de pouvoir donner des consignes en forêt gérée aux collègues afin qu'ils puissent conserver évidemment à la fois cet arbre à loge et en même temps tout un environnement autour d'elle qu'il faille veiller à ne pas trop modifier lors d'une exploitation forestière. Par exemple, quand on est dans une hêtraie avec une loge et à proximité on a une présence de résineux, on sait que ça c'est un critère très favorable à la Tegmalm puisque le mâle vient se poser juste à proximité sur une des branches du résineux, comme ça il est quand même abrité des prédateurs éventuels. Et appelle la femelle sort à l'entrée de la loge et le mâle peut lui donner, faire l'échange de nourriture et repartir après chasser. Il y a la coquille d'œuf, la même couleur que celle que j'ai trouvée dans la cavité, là encore un petit bout ici. Ouais, ça ressemble bien à du rapace nocturne. Ah ouais, hein. Ouais. Et ben, est-ce que ça pourrait être hulotte ou Elle me paraît grosse quand même pour de la Tegmalm, t'en dis quoi? C'est vrai. C'est juste parce que là c'est vraiment qu'un bout, mais... Oui, ça paraît un peu gros là, oui. Tu la gardes et puis on essaiera de déterminer ce que c'est? Ouais, c'est intéressant. Cet arbre là qu'on vient de décrire au niveau des cavités, on voit qu'il avait une ancienne marque, donc c'est un collègue, donc avant que la réserve biologique intégrale ne soit créée, qui avait déjà commencé à repérer les arbres à cavité pour les conserver pendant les opérations de martelage notamment. Et là on voit, et ça avait été fait avec la griffe, ça fait quoi, 15-20 ans au moins. Et là donc maintenant on procède différemment, on installe des plaquettes. Tous les arbres sont inventoriés, répertoriés, tous les arbres à cavité. C'est le numéro 32, parce qu'on a repris complètement l'identification de chaque arbre en partant sur la totalité de la réserve biologique intégrale. Et donc ce qui est intéressant donc, de numéroter chaque arbre, c'est la possibilité que le pic revienne au fil des années, recreuse de nouvelles cavités dans ce même arbre, et donc on va avoir une évolution donc, du nombre de cavités. Et puis bon, un jour l'arbre finira par mourir, et donc là il sera encore intéressant tout le temps qu'il restera debout. Taille du houppier de l'arbre, la présence de gros résineux dans un périmètre autour de 30 mètres, la hauteur, la distance avec les autres arbres, l'absence de branches basses,
L'orientation peut-être? Non, il n'y a rien qui est tombé sur l'orientation parce qu'elles sont vraiment dans tous les sens ici. C'est pareil. Ouais. Ça jouait pas trop, après j'ai essayé avec les différentes strates. Il y a un autre paramètre qu'on va commencer à tester, c'est l'effet potentiel de la prédation. C'est la fréquence de visite par les marques. Ça serait intéressant de voir les endroits où il y a eu prédation, les répertorier. Pour l'instant c'est ce que je fais, mais on peut depuis 5 ans. C'est de bon augure pour l'année prochaine, enfin pour le printemps prochain. On a une belle fainée là cette année. Et donc derrière, les micro-mammifères devraient peut-être un peu pulluler. Et donc reproduction de petites chouettes de montagne, notamment la chouette de Tegmal. Donc là je regarde les fructifications en fait, des sapins, des épicéas et puis des érables. Tous les arbres en fait, de la parcelle sont identifiés, numérotés et placés au GPS, donc avec un numéro en bleu. Et puis il y a un certain nombre d'arbres en fait, sur lesquels on va compter. Il y en a 18 sur la parcelle qui représentent toutes les essences de la parcelle. Et donc on les a identifiés avec un petit ruban rouge. Donc on va faire ce suivi et on le fait tous les ans. Et on le couple également avec nos bacs à graines. Donc on a 8 bacs à graines qui sont répartis sur la zone d'étude. Et ils sont relevés, en fait on va relever toutes les graines et on va vérifier si elles sont pleines ou si elles sont avortées. Si on a eu un épisode sec en été, en fait les graines vont être plus petites et moins nourrissantes pour les micro-mammifères. Si pendant l'hiver, il y a une abondance de micro-mammifères, on peut penser qu'il y aura une bonne reproduction des chouettes parce que les micro-mammifères se seront reproduits à cause de l'abondance des glands et des faines. Dès l'automne, en fonction de l'abondance des glands et des faines, on peut prédire qu'il y aura des micro-mammifères et donc il y aura des chouettes qui vont se reproduire au mois de mars-avril de la saison suivante. Ce qui est rigolo sur cette RBI, c'est qu'on a donc la chevêchette aussi qui est présente. Elle est super plastique et elle peut très bien nicher dans du feuillu que dans du résineux. Et ici, elle va être seulement sur la partie pessière. Dès qu'il y a plus de milieu ouvert, forcément, elle est présente. Ouais, elle est peut-être plus adaptable que la Tegmal. Oui. Elle chasse plus de passereaux aussi. Elle chasse plus de passereaux, ouais. Avec Cola, on a regardé un peu sur la route forestière de la Miraillonne et la route forestière d'Héran si on trouvait des sites sympas pour poser les fameux nichoirs. L'avantage, malgré tout, c'est que pour l'accès, on n'est pas loin de la route goudronnée qui monte dans la RB et du coup, ça évite de nous faire aller trop loin à ski quand vous serez cet hiver en train de faire la manip. Quoi. Oui, pour le suivi, oui, il ne faut pas que ça soit trop loin. Quoi. Alors il y a des loges, mais jamais eu d'Egmalm connu en nidification là. Et il y a des arbres où vraiment ça peut faire pour poser un nichoir. D'accord. Dans cette première phase du programme, nous avons prévu de tester différentes méthodes de capture. La capture grâce à des nichoirs, la capture grâce à des sas de capture et la capture au filet. On n'est pas loin du chemin, sans être trop proche pour pas que les gens le voient. Il y a l'érable là qui est trop près, avec les branches là qui touchent quasiment le feuillard. La martre là, oui, elle monte. Elle monte et puis elle peut passer de l'érable au hêtre un petit bond là. Et ben, celui-là, ça m'embête un peu aussi. Tu vois, il y a le 20, là, le diamètre 20, le feuillard. Et le sapin qui est juste... non, c'est un épicéa. Qui est juste à côté. Non, c'est un sapin. Il y a celui-ci là. Non? Ouais, celui-ci aussi. À côté du rocher. Autour, il y a quasiment rien. Quoi.
Et voilà, nickel. Donc les nichoirs sont destinés à pouvoir capturer les chouettes de Tegman quand elles viennent se reproduire, de façon à les équiper là, de balises pour les suivre par la suite. Donc c'est un nichoir avec une entrée de cavité de pic noir. Hein. Au-dessus, le toit et la partie frontale donc, sont surdimensionnés. Donc ça c'est lisse. C'est pour éviter que la martre ne puisse accéder au trou d'envol. Et donc à l'intérieur, on a une trappe qui va obstruer le trou d'envol, qu'on va coincer position ouverte avec une petite branche à l'intérieur. Lorsque l'oiseau va rentrer à l'intérieur, il va descendre au fond et il va bousculer cette petite branche qui va débloquer la trappe qui va donc se refermer. Une fois que l'oiseau est à l'intérieur, donc il ne peut plus sortir, donc on intervient dans les plus brefs délais pour donc venir attraper l'oiseau et l'équiper avec une balise. Après on rebloque le système de trappe et puis ensuite on laisse l'oiseau continuer sa reproduction, donc l'élevage des jeunes, puisque c'est au moment où il y a les jeunes qui sont tout près de leur vol qu'on intervient. Par contre il y a des trous là pour évacuer l'eau. Mais... D'accord. Il y a peut-être là, par là. Oui, par là. Pas plus bas. Hein. Ouais. C'est parti. Encore un peu. Hop. Alors. Non, plus vers là. Ouais. Là? Ouais. À cause de la branche de sapin là qui est... par rapport à la martre. On doit être à 8-9 mètres à peu près, donc ça doit être bon là. Donc c'est le numéro 2. C'est ça. N2. Qu'est-ce qu'elle va faire la jaune là, On va la laisser en place ici, on va l'accrocher là. C'est juste que quand vous reviendrez pour grimper, oui. au moins déjà ça, ce sera fait quoi. Pour l'instant, j'ai dû visiter à peu près 120 loges et 120 arbres à loges. J'en ai trouvé 2 et aussi un endroit proche d'un nichoir où il y a un mâle qui a posé les proies et qui fait le chant pour appeler donc potentiellement une femelle qui serait autour. Ok. Ok, et donc 2 arbres à loges avec une nidification, donc c'était femelle sur les œufs, c'est ça? C'était femelle sur les œufs, en tout cas une de sûre. La deuxième, avec beaucoup de chance, que ce soit ça aussi parce qu'il n'y avait aucune trace de coquille dans la loge, elle était dans un coin, elle couvre quelque chose de petit quoi. Ok. Là l'idée c'est qu'on aille continuer la prospection. Sur celle-ci, on essaie de faire un contrôle si on y arrive. L'idée c'est qu'il y a plusieurs loges, donc il faudrait en fait qu'elle sorte la tête quelque part, qu'on a profité de la vue et que moi en attendant je vais de l'autre côté et je mets un coup de caméra là où elle regarde pas. Par contre on gratte pas, on est d'accord? Non, après sinon tu mets la caméra et... Laissez mon odeur. Alors, un coup de caméra. Est-ce que tu vas prendre la photo d'avant? On est en bas.
présence de matériaux non. Des cernages sur celui-là. Occupé non. Malheureusement, malgré la pose de 4 nichoirs dans des zones qui étaient réfléchies pour pouvoir accueillir facilement une nichée, on a un sacré concurrent sur la réserve qui est le pic noir et la Tegmalm a préféré nicher plutôt dans des loges naturelles que dans nos nichoirs. Lundi, c'est pas monté, c'est pas allé au-dessus de -5. Encore une femelle qui est dans sa loge, ça c'est pas mal, ça nous en fait donc 3 sur les 4 qui sont encore en train de nicher. C'est plutôt bien parce qu'avec ce retour de l'hiver, j'avais un peu peur que... Toujours un risque qu'elles abandonnent. Ouais, qu'elles abandonnent, galère pour trouver de la nourriture. Ouais. Bah là avec les conditions, je sais pas si ça va être une bonne idée de tenter une capture. Ouais, je pense que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, l'hiver est de retour et il ne veut pas prendre de risques pour équiper les mâles avec des balises. Puis on n'a pas beaucoup de nichés cette année, c'est la nature. C'est la nature, on ne peut pas toujours tout prévoir. Ouais. Et puis déjà on en a trouvé déjà 4, ouais. Ce qui est... C'est pas évident dans une forêt comme ça. Ouais. Hein. Si on posait aujourd'hui le sas, demain dans la nuit il ferait 1 degré, 2 degrés, c'est trop froid, trop tôt. Ouais. Aujourd'hui on a pu voir qu'elles sont encore présentes, que il n'y a pas eu d'échec. Il n'y a pas eu d'échec, ça c'est génial. On n'a aucune certitude sur la présence de poussins, on a juste, la seule certitude c'est qu'on a une femelle qui a pondu un œuf de plus et qui est toujours sur des œufs. Et dans tous les cas, il n'y a pas de gros poussins parce que la femelle était vraiment plaquée sur très très basse. Hein. On ne voyait rien qui bougeait. Je ne dirais pas tenter de le faire avant qu'ils aient 10-15 jours. Hein. Qu'ils soient capables de thermoréguler.
On a mis en place les quadras micromames en RB, donc on va les relever pendant une semaine pour essayer d'avoir une idée de la densité par espèce qu'on aura là-haut. Donc on en a mis un en Pessière qui était déjà suivi l'an dernier et un en Hêtré Sapinière. Il y a eu des faines, mais la plupart étaient vaines, là, donc ça n'a rien donné, elles sont sèches, quoi. Donc pour les micro-mammifères, c'est pas bon. Donc là, on va pas profiter toute la semaine pour faire la capture micromame et du coup avoir les infos sur la densité de micromame qu'on aura à cette période. Ah, il est fermé celui-là. Bon, bah je te laisse. Ok. Je vois rien. Donc c'est une piège numéro 63. 63, ouais. En parallèle du suivi des petites chouettes de montagne, on a mis en place des pièges sur ce site et sur un autre secteur dans un contexte un peu différent en Pessière pour faire un inventaire des micro-mammifères. Donc les micro-mammifères, ce sont les mulots, les campagnols, les léraux qu'on peut avoir dans la réserve biologique. L'objectif, c'est de faire un lien entre les reproductions de petites chouettes de montagne et les populations de micro-mammifères, à la fois les espèces, les quantités, puisqu'on sait que les petites chouettes, elles se nourrissent de micro-mammifères. Donc on essaie de voir si une bonne reproduction de petites chouettes peut être liée à une population importante de micro-mammifères ou pas. Mais avec rien du tout. Allez, bah, je le re-remplis. La prochaine fois. Ce sera pour demain. De toute façon, moi, il va falloir que je vienne poser mes enregistreurs. Ouais. J'ai les crayons de marquage pour faire l'ACMR. Donc la bestiole, on la laissera pas partir tant qu'on lui aura pas fait une marque ou stylo. Celui-là, il est ouvert. Celui-là, Non mais attends, le rhum est normal. ouvert. Hop. Alors celui-là, il est ouvert. Ah, Il est fermé celui-là. ouais, j'ai l'impression qu'il est fermé. Ok. Tu me dis. Ok. Allez. Je vais préparer. Moi, je vais m'équiper. Je te mets. Tiens. C'est consommé là? Ah ouais, ça a l'air d'être consommé. Il n'y a plus de carottes, il n'y a plus de verre de farine, il n'y a plus de pommes. Il est déclenché vide. Consommé pour partie, j'ai mis qu'il me restait quand même un petit bout de pomme. Et après, après rien. Et relâché, aucune capture. Alors, là on va vérifier qu'il n'y ait pas de crottes. Ah si, là regarde, ça c'est des crottes ça. J'ai déjà mis l'alcool dedans. C'est sur une graine de tournesol. Et du coup là ces crottes, elles vont servir à quoi? Là, on va faire l'analyse génétique du régime alimentaire pour savoir ce qu'ils mangent en fait. On dit tout le temps que les faines, c'est le truc qui permet aux microbes. Attends, je vais peut-être en reprendre. Attends, Erwan. Il y en a peut-être d'autres là-dedans. C'est le truc qui permet aux micromames que leur population explose. Mais là, tout va bien, il n'y a pas un être. Et il y a quand même un micromame qui est venu. Donc l'idée, vu qu'en plus on ne l'a pas capturé, parce qu'on pourrait même savoir l'espèce dont il s'agit. Ouais. Alors il faut écrire en commentaire le prélèvement de fesses 64. Ok. On a dû arrêter malheureusement le suivi parce que les conditions météo étaient vraiment trop mauvaises et du coup ça n'a rien donné. On n'a pas pu capturer. C'était validé par le CRDPO pour cette première année test. On va poser 4 émetteurs qui vont nourrir les jeunes au nid. On essaye de les rattraper avant qu'ils arrêtent de nourrir au nid, comme ça on récupère les balises. Et donc la première balise, on va prendre 3 localisations de sud toutes les 2h30 quand il fait nuit.
Les deux suivantes, on va prendre une localisation toutes les 1h30, avec une qui va légèrement déborder quand il fera jour, soit avant, soit après le lever de soleil ou le coucher de soleil. Et la dernière qui va durer bien moins longtemps, mais on voudrait avoir des informations sur la phénoménologie vraiment nocturne de l'animal. On va prendre une localisation toutes les 2 minutes. Soham, oui. Est-ce que tu peux m'aider du coup et lui mettre son capuchon? Est-ce qu'il y a un sens? Voilà, super. Et donc après c'est moi qui te demanderai de la lumière. Il va pas être asphyxié avec ça. On va faire vite. Allez, c'est parti. Tag EA 70 88 53. Les loups qui hurlent à côté. Magnifique. Tars 29.6. 169.5 pour la VLP. Ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon pour ça. Du coup on va lui poser le GPS. Et toi le pouce il vient bloquer le tarse. Je continue de la tenir. Elle a passé le bec, ouais.
Donc il prend 3 localisations toutes les 2h30. C'est la balise numéro 57 712. Quand on sera sur la bête, je brancherai un autre appareil que celui-là sur l'antenne pour télécharger les données. Et on doit le faire entre 10h15 et midi et quart. Ça, on le fait le jour, le lendemain de la première capture. Le jour, soit le N+2, soit le N+3, comme là. On le fera à J5, J10. Et voire J15 ou en tout cas la veille de la recapture. Quand on commence, on fait toujours un tour complet. Ouais. Là on est à 2, là on est à 4, là on est à 6, là on est à 7, là on est à 7, là on est à 7, là on est à 6, okay. Là on est à 5. Donc nous on va aller là. Le matériel GPS que nous utilisons nous permet de capter l'individu grâce à des fréquences VHF, mais nous permet aussi de pouvoir aller récupérer, lorsqu'on est à proximité, toutes les données GPS qu'il a enregistrées dans son disque dur, de manière à pouvoir déjà observer ses mouvements et le domaine vital qu'il utilise au jour le jour. Grâce à ce phase test, nous avons donc attrapé et équipé 2 individus de balises GPS. Un des mâles que nous avons suivi nous a permis d'obtenir environ 110 localisations et d'estimer une surface de domaine vital de 140 hectares. Le deuxième individu suivi, avec des prises de localisation toutes les 30 minutes, nous a permis de découvrir un petit peu mieux ses mouvements nocturnes durant 5 nuits. C'est une petite trappe qu'on met devant la cavité naturelle ou le nichoir des chouettes pour les capturer temporairement, pour pouvoir les équiper de balises. Donc quand l'animal revient nourrir sa progéniture, enfin c'est le mâle en question, il va se poser, il va rentrer avec une souris, il va rentrer sur un petit pont et il va déclencher la trappe. Le fait de mettre le sas, le mâle va pendant quelques temps, ne va pas nourrir, pendant plusieurs heures, il ne va pas nourrir, il va attendre et tout ça. Et il faut que les petits soient capables d'attendre. Et oui. Moi je ne fais jamais sur des tout petits. Ouais. Je fais sur des oiseaux qui ont déjà une dizaine de jours. Et oui. Tu vois. Et oui. C'est important aussi ça. Ensuite il va venir et puis mais il y aura quand on va l'équiper et tout ça, il y a une fenêtre pendant plusieurs heures où il ne va pas nourrir. Oui. Alors il y a une solution, j'y ai pensé, c'est d'amener des campagnols. C'était ce qu'on avait prévu au début. Si vous en avez des gelés et tout ça, de les décongeler pour les donner à la femelle pour compenser. Ces loges comportent la plupart du temps plusieurs entrées. Donc on a dû aussi réfléchir à la création de petits bouchons de mousse pour que notre activité ne puisse pas faire fuir la femelle.
La puce vient d'être activée pour la prise de données GPS. Elle est à l'heure. Je prends un point GPS de là où on se trouve à l'activation. Et voilà, on est tout bon. On peut aller poser cette petite puce. Envie d'y aller pour regarder si la cage elle est fermée et ou si tu entends quelque chose dedans sans trop éclairer, donc avec les jumeaux thermiques. Si c'est le cas, on redescendra le sas, sauf évidemment s'il n'y a rien dedans, auquel cas on va pour attendre 2h30 supplémentaires. Si jamais la bête elle est dedans, on descend le sas, on la sort, on la met dans un pochon pour qu'elle se calme déjà, tranquille. L'idée c'est qu'on puisse manipuler le plus rapidement possible avec le moins de bruit possible. Seb va faire la manipulation, Camille va prendre les notes, le numéro de la bague, le poids, on vérifie qu'il bat des ailes avant l'envol et si c'est bon, on le laisse partir. Faute d'avoir pu attraper le mâle dès le premier soir, et pour ne pas mettre en péril les nichés, nous avons préféré les laisser tranquilles et abandonner notre capture. Pour la capture Tegman de ce soir, là, du coup, on a mis un système en V, un système de filet. Du coup, on mettra la repasse, donc l'émission du champ via des petites baffles, au centre du dispositif. Donc a priori, si la Tegman veut bien venir, être attirée par le chant des jeunes qui quémandent, a priori, on l'aura ce soir.
dans le cadre d'un autre suivi sur ce site. Donc on est dans le cadre d'un suivi national où on met en place des pièges. Il y a 64 pièges sur différents sites et où on va comparer les populations de petits mammifères dans des forêts que l'on gère et dans des forêts que l'on laisse en libre évolution. Donc là, on est sur la paissière de la réserve biologique et on a un autre site un peu plus au sud sur une paissière à peu près similaire de forêt gérée dans la domaniale du Vercors. L'idée, c'est de comparer sur le long terme les populations de micro-mammifères que l'on aura sur ces sites et voir en fonction du coup des modalités de gestion qu'on aura mises en place, libre évolution ou futée irrégulière, s'il y a des différences en vue d'adapter notre gestion à l'avenir. Là, c'est la 2e année qu'on le met en place, donc on n'a pas encore de données puisque c'est vraiment des suivis sur le long terme. On aura des infos dans une petite dizaine d'années. 27 grammes, visiblement un jeune. Donc là, la bague, elle est bien placée. Piège numéro 49. Un petit campagnol roussâtre. Et l'idée, c'est d'attraper derrière les oreilles. On voit pas de testicules, une femelle avec une papille vaginale. Pas de mamelle apparente. F0. 25 grammes. 25. Alors est-ce que j'ai tout? Ouais, tu peux relâcher. Piège numéro 37, donc il a le scotch rouge pour dire qu'on a déjà capturé. Donc on ne fera pas d'analyse génétique à nouveau sur ce piège pour éviter les pollutions génétiques. Allez, un autre laireau. Il y a une petite bague et c'est celui qu'on a capturé hier. Donc c'était une jeune femelle. Le numéro de la bague. 28 grammes, effectivement. Là. 877. 877, c'est ça. Ok. La chouette de Tegmalm est une espèce parapluie. Connaître son écologie et assurer une gestion forestière conservatoire pour cette espèce permettra à de nombreuses autres espèces de pouvoir survivre dans nos forêts mosaïques de montagne. Avoir suivi seulement 2 individus dans des peuplements forestiers assez atypiques que sont ceux de la forêt domaniale du Vercors ne nous permettent pas de pouvoir tirer des conclusions à large échelle. Nous aimerions ainsi pouvoir déployer ce programme dans d'autres forêts, notamment des Pyrénées, du Massif central, du Jura, des Alpes du Nord, en revenant évidemment ici dans le Vercors, pour pouvoir essayer, durant les 3 à 4 prochaines années, équiper par site une dizaine d'individus et obtenir suffisamment de résultats. Évidemment, nous aurons besoin des autorisations officielles administratives du Muséum national d'histoire naturelle, mais tout cela devrait nous permettre de mieux comprendre, en ayant une palette de types de peuplement différents, comment la chouette de Tegmalm utilise l'espace, le but étant in fine d'améliorer notre gestion forestière pour maintenir dans l'espace et dans le temps ces types de peuplements particuliers qui permettraient en forêt de montagne d'assurer la survie de l'espèce.